C'est une question extrêmement importante. Je l'ai dit tout à l'heure, notre problème, pas seulement en France, dans le monde entier, c'est de concrétiser politiquement le nouveau rapport de force qui s'est créé au fil des années, mais notamment depuis le massacre de Gaza, et qui est un rapport de force qui voit la majorité des opinions, y compris en Occident, en Europe, aux États-Unis, au Canada, non seulement se prononcer pour un État palestinien aux côtés d'Israël, ça c'est pas tout à fait nouveau, mais exprimer le souhait qu'on punisse le refus d'Israël d'appliquer le droit international. Je crois que l'idée de la campagne boycott des investissements sanctions est une bonne idée, parce qu'elle permet à n'importe quel citoyen, à vous, à moi, quiconque le souhaite, de se faire entendre lui-même, de dire dans son grand magasin, ce produit est un produit des colonies israéliennes de Cisjordanie, il est illégal, la Cour européenne de justice a confirmé qu'il n'avait rien à faire sur le marché de l'Union européenne, donc nous vous demandons de le retirer. Le même citoyen, vous, moi, n'importe qui, peut aller à sa banque et dire, écoutez, vous êtes bien gentil, on a le choix entre les banques en France et ailleurs, nous ne sommes pas contents que votre banque, ma banque, investisse dans les colonies. Ça marche. Comme vous le savez, je suis très fier parce que c'est aussi ma banque, je vous le dis au passage, la BNP, après bien d'autres banques, notamment dans les pays nordiques, a annoncé qu'elle se retirait des colonies juives de Cisjordanie. Et je pense que les protestations qu'on a entendues un peu partout ne sont pas étrangères à cette décision, y compris les miennes, à mon modeste niveau. Quand les fonds souverains, qui sont quand même les grands acteurs du marché financier mondial, en crise, décident de se retirer des colonies, c'est très important. C'est vrai du fonds souverain norvégien, un des plus riches du monde. C'est vrai des fonds souverains de plusieurs pays de l'Europe du Nord. Ça commence à être vrai ailleurs. On aimerait que ce soit vrai aussi, je vous le dis au passage, des fonds souverains des pays arabes, notamment du Golfe, dont on peut se demander pourquoi eux continuent à avoir des rapports presque incestueux avec un certain nombre d'activités dont on sait, nous en tout cas, qu'elles servent la colonisation, indirectement bien sûr. Bref, tout ça pèse sur Israël. J'ai lu un sondage récemment très intéressant. Plus du tiers des patrons israéliens s'inquiètent du boycott et du désinvestissement qui affectent directement ou indirectement leurs entreprises. Et dans BDS, j'ajoute qu'il y a sanctions. Sanctions, c'est notamment la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, dont vous savez, comme moi, qu'il représente un tiers du commerce extérieur israélien. Or, cette suspension n'est pas une lubie, c'est l'article 2, qui déclare que les parties signataires doivent respecter le droit international et les droits de l'homme. De toute évidence, ce n'est pas le cas de l'actuel gouvernement israélien, donc il y a matière à suspension. Vous imaginez, passez-moi l'expression, c'est une bombe atomique. Une bombe atomique. Un tiers du commerce israélien dépendant de cet accord avec l'Union européenne, si l'accord est suspendu, croyez-moi, le gouvernement israélien y regardera à deux fois et sera nécessairement amené à bouger. Alors après, certains disent non, il ne faut pas boycotter seulement les colonies, il faut boycotter Israël. C'est un débat. Je ne pense pas qu'il y ait illégitimité absolue du fait de boycotter la politique d'un État à travers ses produits. Après tout, on l'a fait du temps de l'Afrique du Sud. On l'a fait dans d'autres circonstances. Je me souviens de certains proposant de boycotter la Chine à cause du Tibet, ou de boycotter la Russie à cause de la guerre sanglante en Tchétchénie. C'est un débat ouvert. Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il soit mené, chacun faisant comme il l'entend. Moi, je suis un partisan du boycott des produits des colonies, parce que c'est ça le centre de la question, la décolonisation de la Palestine, et d'ailleurs aussi d'Israël, au sens où l'État d'Israël doit changer pour profiter de la décolonisation, comme les Palestiniens en profiteront pour bâtir leur propre État.
Elle ne me pose pas de problème particulier. Je trouve qu'il faut évidemment faire attention aux mots. Les mots ont un sens. Si j'en juge comme historien, et d'ailleurs on a dans le livre dont je vous parlais un excellent chapitre de Leila Farsak, qui est une spécialiste de l'Afrique du Sud, et qui fait cette comparaison entre la situation sud-africaine et la situation israélo-palestinienne d'aujourd'hui, il y a des points communs, il y a des points de dissemblance. La dissemblance principale, mais ça, je veux dire, c'est pas un hasard si les Palestiniens, et notamment ceux d'Israël, n'utilisent pas ce terme, c'est que l'objectif n'est pas le même. L'objectif des dirigeants sud-africains, blancs, du régime d'apartheid, c'était d'exploiter la main-d'œuvre noire sans jamais reconnaître de droits civiques, de droits politiques, non pas une minorité, mais une majorité noire de la population sud-africaine. Parlez avec n'importe quel dirigeant palestinien, aussi bien d'ailleurs de Cisjordanie que d'Israël, il vous dira, mais on aimerait bien, nous, que leur but, ce soit de nous exploiter. Non, leur but, c'est de nous expulser. Ils l'ont fait en 47-49. 800 à 900 000 Palestiniens ont perdu leur patrie, leurs biens, leurs terres, et se sont retrouvés réfugiés. Ils l'ont fait en 67. Il y a eu à nouveau 300 à 400 000 Palestiniens qui ont été expulsés. Et comme vous le savez, un homme comme Avigdor Lieberman, son rêve, c'est dans un premier temps de priver les Palestiniens d'Israël de leur citoyenneté, et dans un deuxième temps, de les transférer, comme on dit en langage policé, soit physiquement, mais c'est guère possible, soit administrativement, en cédant à un futur Bantoustan palestinien, si je file la comparaison avec l'apartheid, une partie de la population palestinienne d'Israël, et donc évidemment en faisant en sorte qu'elle ne soit plus citoyenne d'Israël. Ce qui m'amène au fond à ce qui pour moi est le critère de différence. Je crois qu'il est indiscutable qu'il y a apartheid en Cisjordanie, puisqu'une population, celle des colons juifs, a l'ensemble des droits, et que l'autre, la population palestinienne occupée, n'en a aucun. Ni politique, ni même de déplacement, de mouvement, de contrôle de sa terre, de ses sources d'eau, de sa possibilité de vie quotidienne, normale, sans ingérence, attaque, assassinat, pardon, exécution ciblée, etc., etc. Il y a apartheid en Cisjordanie. C'est l'apartheid du système d'occupation et de colonisation. À mon avis, en Israël, c'est plus difficile d'utiliser ce terme parce que les Palestiniens, jusqu'à ce que Avigdor Lieberman aille au bout de son projet, et ça n'est pas fait, les Palestiniens ont le droit de vote, ont leur parti politique, sont représentés à la Knesset. Il y a 10 députés arabes ou membres du Parti communiste favorable à l'autodétermination palestinienne au sein de l'Assemblée israélienne. Si les Noirs d'Afrique du Sud avaient eu le droit de vote, je ne sais pas si on aurait utilisé le terme d'apartheid. Mais en tout cas, c'est un débat qui, en lui-même, ne me gêne pas. Je dis simplement que ce sont des débats légitimes, qui méritent d'être menés, avec sang-froid, avec raison, sans passion, et qui ne me posent pas de problème comme débat. Sauf, et j'y insiste, si ce ne sont pas des débats sincères. Si derrière la question d'un État, deux États, derrière la question de l'interprétation de BDS, derrière le débat autour de l'apartheid, ce qui est en jeu, c'est de nous vendre clandestinement, sans le dire, sans l'avouer, une stratégie qui serait non plus celle de la recherche d'une solution pacifique, fondée sur le droit international, tenant compte de l'ensemble des résolutions de l'ONU, ce qui aujourd'hui se traduit concrètement par la création et la reconnaissance d'un État palestinien à l'intérieur des frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, avec le démantèlement des colonies, avec une solution juste du problème des réfugiés sur la base de la résolution
du 11 décembre 1948, qui prévoit le droit au retour ou à compensation. Si ce qu'on veut nous vendre, c'est l'éradication de l'État d'Israël, alors je dis stop. Là, on n'est plus dans le débat sincère sur des points précis qui méritent débat, et un débat, je répète, serein. On est dans ce que j'appellerais volontiers la contrebande. Mais c'est une contrebande qui, à mon avis, pose deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que c'est une stratégie absurde. Et le deuxième, c'est que c'est une stratégie suicidaire. Absurde pourquoi? Parce qu'Israël existe depuis plus de 60 ans. Il y a 7 millions et quelques de personnes qui y vivent. Et ça n'est plus la première, la deuxième, la troisième. Si on remonte loin dans le temps, il y a des générations qui se sont installées là. Les Palestiniens, ceux du moins qui ont réussi à échapper à l'expulsion, à la Nakba de 1947-1949, et les Juifs qui s'y sont installés par immigration successive, et à qui on ne peut pas dire aujourd'hui « allez-vous-en ». Ils sont là, ce sont des jeunes de votre âge, et pas du mien, il y a d'autres habitants, qui ont la sensation qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas à être ailleurs. Et dont il n'est pas évident qu'on puisse non seulement moralement, mais politiquement, concrètement, pragmatiquement, leur offrir de partir. Partir où? Où vont aller des juifs irakiens, des juifs marocains, des juifs algériens, des juifs, on peut toujours se dire, les juifs européens repartiront en Europe, mais qu'est-ce qu'ont à voir des jeunes Israéliens d'aujourd'hui avec les pays d'origine de leurs parents, leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents, pour ne pas remonter plus loin? Donc vous voyez bien, il y a quelque chose d'absurde à faire comme si Israël n'existait pas. Deuxièmement, suicidaire. Parce que je me réjouissais tout à l'heure, et je pense que c'est très important, du fait qu'aujourd'hui, un problème qui en 1967 était considéré par les Français comme un problème de réfugiés, est devenu un problème national, et que 70% de nos compatriotes pensent qu'il faut le résoudre en créant et en reconnaissant un État palestinien aux côtés d'Israël, c'est un acquis énorme pour tous les amis, non seulement de la Palestine, mais aussi des intérêts bien compris des Juifs israéliens. C'est l'intérêt des Palestiniens comme des Juifs israéliens de trouver une solution de ce type, si elle est encore possible. Mais la même proportion de Français, au moins, est attachée à l'existence de l'État d'Israël. Il faut ne rien connaître à l'histoire de France. Je veux dire à l'histoire lumineuse du premier pays au monde qui a donné l'égalité des droits aux Juifs avec la Révolution française. Ne rien connaître aux pages sombres, l'affaire Dreyfus, le génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui n'était pas seulement un génocide allemand. C'est l'État français, comme Chirac l'a reconnu et grâce lui soit rendue en 1995, c'est l'État français qui a collaboré au crime qui a été l'extermination de 76 000 juifs, français c'est beaucoup dire, juifs vivant en France, parce qu'on sait bien que ce sont les juifs étrangers qui ont été les principales victimes du génocide en France. Il faut savoir que ça a existé. Et que donc, l'idée de dire tranquillement à nos compatriotes, ben écoutez, on va créer la Palestine et on va détruire Israël, ça signifie en clair l'isolement, la division et le suicide du mouvement de solidarité. Donc, oui, absolument, débattons un État, deux États. Débattons comment mener la campagne boycott, investissement, sanctions. Débattons apartheid, pas apartheid. Mais pas avec l'arrière-pensée qu'il serait possible et utile de mettre en avant une stratégie d'éradication de l'État d'Israël au Proche-Orient. Je le répète, c'est la fin, si on suivait les quelques-uns qui ont peut-être cette idée dans la tête, c'est la fin du mouvement de solidarité.